Joseph Daher, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, qui est spécialiste d'économie politique, enseignant à l'Université de Lausanne et à l'Institut européen de Florence, et que nous recevons aujourd'hui pour parler du positionnement du Hezbollah face au mouvement populaire libanais, suite à la publication de son livre « Le Hezbollah, un fondamentalisme religieux à l'épreuve du néolibéralisme ». Alors, c'est un livre particulièrement intéressant, doublement intéressant, puisque c'est un livre qui s'intéresse au Hezbollah sous l'angle de son positionnement économique. On a beaucoup écrit sur le Hezbollah, énormément sur son idéologie, sur ses pratiques, sur son organisation, sur son discours, sur sa rhétorique, mais très peu... et c'est ça qui nous a plu dans ce livre, très peu sur ses pratiques socio-économiques, sa gestion urbaine des villes qui sont sous son contrôle, sur ses réseaux de clientèle et surtout sur son positionnement vis-à-vis des syndicats, des mouvements sociaux, etc. Donc à plusieurs égards, c'est un livre qui est assez intéressant parce qu'en fait, c'est un livre qui préfigure à un certain nombre de points de vue le positionnement du mouvement populaire au Liban aujourd'hui vis-à-vis du Hezbollah, et qui prend en fait finalement le contre-pied d'une vision qui est très répandue dans un certain nombre d'ouvrages en sciences sociales, qui serait l'idée que finalement le Hezbollah incarne au Liban ce qu'on a appelé un contre-État ou une contre-société, en tout cas qui ferait preuve d'une volonté de ne pas s'intégrer au sein de l'État libanais. Et de ce point de vue-là, l'ouvrage de Joseph Daher décrit par le menu comment, au contraire, le Hezbollah en est venu à incarner et à devenir au fil du temps un des piliers à la fois du système confessionnel libanais, mais aussi des politiques néolibérales qui sont mises en œuvre par les différents gouvernements libanais. C'est très intéressant. Alors, je commencerai par une question un peu simple. On a assisté au Liban depuis 2011 à un certain nombre de mouvements de contestation sociale. Donc on n'est pas face à un phénomène qui est fondamentalement nouveau, avec le mouvement qui s'est déclenché en octobre 2019. Et pourtant, on voit bien qu'il y a des dynamiques très spécifiques qui sont à l'œuvre, et notamment en ce qui concerne le positionnement des populations chiites au Liban vis-à-vis du Hezbollah en particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, selon vous, ce mouvement se distingue en fait des mouvements précédents ? Tout d'abord, merci au CAREP, à tous les organisateurs et organisatrices de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir d'être là. Concernant le mouvement de contestation populaire au Liban qui a débuté donc le 17 octobre dernier, c'est un mouvement par son ampleur sans précédent depuis la fin de la guerre civile libanaise. Si on met de côté, bien sûr, dans les années 90, tout ce qui était question des mouvements de travailleurs, de travailleuses, des syndicats qui étaient encore autonomes et indépendants, au niveau politique dans cette dernière décennie, depuis en fait le début des mouvements des processus révolutionnaires, c'est un mouvement de contestation populaire beaucoup plus important que lors de 2015, le mouvement TUPU, et du mouvement dans le déclenchement des soulèvements populaires en 2011 de « Le peuple veut la chute du régime confessionnel ». Pourquoi, par son ampleur, il est beaucoup plus important? C'est que là, la contestation ne s'est pas arrêtée déjà à Beyrouth. Elle touche tout le Liban, quasiment sans exception, du sud au nord, Beyrouth, la Bekaa, des régions plus reculées également. Donc déjà, ça c'est une première chose qui est très très importante. Deuxième chose qui est très importante, c'est vraiment là le défi qui est mené au confessionnalisme, qui est, je pense, de sans ampleur depuis 20 ans. Et un des symboles véritablement de ce défi au confessionnalisme dans cette ampleur,
c'est les deux quartiers de Tripoli qui, historiquement, ces 15-20 dernières années, se sont combattus. C'est un quartier donc sunnite et en face de l'autre, un quartier alawite. Là, se sont retrouvés à plusieurs fois dans les manifestations ensemble, des jeunes. De plus, vous avez eu des messages de soutien envoyés de Nabatieh, qui est donc une ville à majorité chiite, vers Tripoli et vice-versa. Ou bien des manifestants et des manifestantes qui se déplaçaient de ville en ville pour apporter leur soutien, au-delà des prismes confessionnels, etc. Donc ça, c'est véritablement très intéressant. Et que ça puisse durer jusqu'à aujourd'hui encore, et on a pu voir cette semaine que le mouvement de contestation a repris un peu une certaine ampleur, après une petite pause durant les fêtes, mais encore il y avait des mouvements, et aussi il y a eu de plus en plus des actions ciblées. Qui visent les symboles de la corruption, du néolibéralisme, de l'accaparation par une petite élite de certaines terres, par exemple. Donc vous avez eu des actions qui ont ciblé, par exemple, les banques, mais également le bord de mer qui a été privatisé. Donc tout un certain nombre de choses qui montrent également le caractère de classe de ces mouvements de contestation populaire. Et d'ailleurs, on y reviendra peut-être dans les formes d'organisation qui sont en train d'émerger, notamment des rassemblements professionnels, sur le modèle, d'ailleurs, beaucoup de Libanais et de Libanaises qui sont dans ce mouvement de rassemblement professionnel citent le cas du Soudan, de l'association professionnelle des Soudanaises et Soudanaises, qui a joué un rôle très important dans la manifestation du Soudan. Puis d'autres associations également du même type, ou bien de jeunes de gauche qui, par exemple, il y a toute une campagne autour de la nationalisation des banques, donc qui ont fait beaucoup parler ces 2-3 derniers jours au vu des derniers événements, mais qui sont très intéressants, qui lancent des débats. On n'a jamais vu le rôle des banques, qui jouent un rôle quand même fondamental dans la politique économique libanaise, particulièrement depuis le début des années 90, être pointé du doigt de cette manière. Après, concernant les régions à majorité chiite, c'est vrai qu'on n'a pas vu ces dernières décennies, et depuis le début des années 90, sur un mouvement non confessionnel, social de cette ampleur. Et que est pointé du doigt, pas simplement Harakat Amal, donc le mouvement Amal, qui est connu pour sa corruption, pour faire partie de l'élite politique libanaise, mais également du Hezbollah. Et dans l'article qui a été publié avec le Careb, je dis qu'il y avait des signes déjà qui pouvaient se voir, notamment dans les élections municipales, les élections législatives, des critiques qui pouvaient se faire entendre. Il y avait déjà eu des petites manifs. Mais là, ce n'était pas des choses ponctuelles, entre guillemets. C'est une chose beaucoup plus importante. Et en fait, Hezbollah a peur de voir la construction, entre guillemets, d'une voie indépendante du Hezbollah et du Amal. Et d'ailleurs, chez beaucoup de gens qui se regroupent, qui se rassemblent à Nabatieh, dans le sud ou bien dans la Bekaa, ils disent, nous, on soutient la résistance armée contre Israël. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que le Hezbollah s'est comporté comme tout le reste des partis politiques libanais dès qu'il est arrivé au pouvoir et qui fait partie de cet État confessionnel et néolibéral, surtout depuis 2005. Participation à tous les gouvernements libanais, politique clientéliste, politique autoritaire, politique de gestion néolibérale. Et le Hezbollah a essayé de mettre fin à d'ailleurs de manière rhétorique, Hassan Nasrallah attaquant les manifestants et manifestantes au début de la manifestation. Après, il a un peu modéré son discours, mais en disant que ce sont des gens contrôlés par les ambassades étrangères. Déjà, d'ailleurs, en 2015, Hassan Nasrallah avait fait mention que le mouvement Tupu, il y a un souci, c'est qu'on ne sait pas son leadership et qu'il y a des financements étrangers. Ce n'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau. D'ailleurs, si on se rappelle des mouvements de grève très importants en 2004, où il y avait eu plusieurs martyrs, travailleurs libanais dans des quartiers paupérisés de la Dahi et de la banlieue sud, Hezbollah avait attaqué ces gens également. Et au-delà de l'attaque rhétorique, il y a eu des attaques physiques. Des gens contrôlés ou pas, mais encouragés par le discours de Hassan Nasrallah et des dirigeants du Hezbollah en disant c'est des gens qui veulent remettre en cause notre force, etc. Donc des attaques de gens partisans ou supporters de Amal et du Hezbollah dans différentes régions à majorité
chiites. Donc ça, c'est très intéressant, ce qui se passe. Mais ce qui est important également de rappeler, c'est pas simplement, et je pense que c'est fondamental à le dire, et le slogan des Libanais et des Libanaises est important à se remémorer. Kullun yani kullun, tous sans exception. Donc c'est Hezbollah, mais c'est aussi tout le reste. Et ce qui est intéressant de voir, c'est parfois la volonté des forces politiques confessionnelles néolibérales au Liban de recréer, par exemple, des clivages anciens, que ce soit confessionnels ou bien politiques, notamment 8-14 mars. Ce qui est tout leur avantage, parce qu'ils se battent rhétoriquement, mais dès qu'il y a une menace par en bas, soulèvement populaire, grève et autres, ils se réunissent pour y faire face. Et on a pu voir ça notamment dans les mouvements syndicats autonomes ces dernières années. Oui. Vous parlez beaucoup dans votre ouvrage du rôle joué par le Hezbollah, notamment pour noyauter les syndicats libanais et finalement saboter leur indépendance. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça, puisque ce qui est très frappant justement aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, c'est que comme dans pas mal d'autres mouvements de protestation à l'œuvre dans la région, la principale faiblesse de ces vagues protestataires, c'est le manque de structuration de ces mouvements. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'on peut considérer que finalement que le Hezbollah a été aussi, d'une certaine manière, à l'œuvre dans cette espèce de détricotage finalement organisationnel, social? Non, c'est certain. Alors, Hezbollah et avec tous les autres partis confessionnels et néolibéraux ont tenté, à chaque fois qu'il y a eu des capacités d'organisation autonomes, que ce soit au sein des mouvements sociaux, de travailleurs, travailleuses, mais aussi politiques, d'y mettre fin. Depuis la fin de la guerre civile. Et ça s'est très fortement vu, tout d'abord avec la CGTL, donc la centrale syndicale libanaise, des travailleurs et travailleuses libanais, tout au long des années 90, avec à l'époque le régime syrien, mais également le Premier ministre Hariri, Rafik al-Hariri à l'époque, et toutes les différentes forces politiques, parce que au sortir de la guerre, il faut se rappeler quand même, la CGTL a joué un rôle tout au long des années 80, très important durant la guerre civile. Il y a eu des grosses manifestations au milieu de la guerre civile pour essayer de rassembler les deux Beyrouth. Il y avait des dizaines de milliers de personnes, ils se rassemblaient devant le musée national, ils luttaient contre le pouvoir des milices, ils s'opposaient également à l'occupation israélienne, mais également critiquaient la présence syrienne. Et ils avaient joué plusieurs rôles aussi parfois, par exemple, des augmentations salariales, etc. Donc, à sortir de la guerre, c'est une des seules institutions sociales d'ampleur qui gardait un certain crédit au sein des travailleurs et travailleuses libanaises, et avec quand même des restes de la gauche, de syndicats démocrates, etc. Et eux ont mené le combat au début des années 90 contre les politiques néolibérales de Rafik al-Hariri, qui les a attaqués avec l'aide du régime syrien et toutes les forces confessionnelles. Et petit à petit, jusqu'au début des années 2000, le syndicat a été noyauté de l'intérieur par la création de nouveaux syndicats qui n'avaient aucune existence, on va dire, réelle, mais basés sur des prismes confessionnels, et de tenter d'attaquer les syndicats, on va dire, combatifs. Et ça a été réussi. À partir des années 2000, la CGTL ne jouait plus aucun rôle. D'ailleurs, c'était intéressant, au début des manifestations en octobre, dans ce mouvement contestation populaire libanais, il y avait certains des manifestants qui disaient « c'est incroyable quand même, nous on organise des grèves d'ampleur quasiment nationale sans syndicat ». Et ce n'est pas complètement faux, parce que l'autre syndicat qui a pu jouer un rôle, c'est un syndicat d'ailleurs qui n'a pas officiellement, qui n'est pas officiellement reconnu comme un syndicat, parce que c'est les fonctionnaires du public, les profs du privé et autres. Dans l'école privée, ils peuvent avoir des syndicats, mais dans l'école publique, officiellement, et c'est d'ailleurs un des problèmes au Liban, le secteur public, on n'a pas le droit officiellement de s'organiser en tant qu'un syndicat, donc ils sont organisés de manière différente, mais ils ont pu, entre par exemple 2011 et 2014, il y a eu un énorme mouvement de la fonction publique, mais de nouveau, et son chef était à l'époque Hana Gharib, qui est aujourd'hui devenu le secrétaire général du Parti communiste libanais. Mais malheureusement, eux qui se disaient notre capacité, notre culture démocratique et nos règles démocratiques, ça va nous protéger du modèle de la CGTL. Et en fait, non. Et de nouveau, tous les partis confessionnels, y compris le Hezbollah, particulièrement au niveau de ses écoles, etc., ont joué le même rôle
pour le mettre de côté. Alors, il y a eu certainement des erreurs commises par Hana Gharib et les gens qui étaient autour de lui, mais il y a eu de nouveau une alliance dans laquelle Hezbollah a joué un rôle très important. Et d'ailleurs, un certain nombre de ses membres au sein de ce syndicat du public, entre guillemets, poussaient toujours contre les actions radicales entre 2011 et 2014. Il faut quand même se rappeler, à ce moment-là, le Liban connaissait des grèves très importantes. On voyait des dizaines de milliers de professeurs libanais et libanaises descendre dans la rue. Il y avait des grèves importantes. Donc voilà. Et dans ce cadre-là, Hezbollah ne fait pas exception à la règle. Toute capacité de mouvement autonome est un danger pour lui, qui dépasse les clivages confessionnels et surtout qui se base aussi sur une capacité de classe et démocratique. Et Hezbollah, encore une fois, et ça c'est une critique qui revient assez souvent dans une base populaire chiite et autres qui dit véritablement ils sont partis du système maintenant. Oui, donc effectivement ce qui est intéressant de rappeler pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le sujet, c'est que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le Hezbollah, au contraire, a une rhétorique depuis sa création qui est celle de la défense des opprimés, en fait. Tout à fait. Donc, tout à fait. Historiquement, c'est leur discours qui s'inscrit. Alors là, il y a aussi des choses à voir, parce que le discours des opprimés s'inscrit dans le discours historique de Khomeini. Mais ce que les gens oublient souvent, les gens prennent seulement le discours de Khomeini, si on veut, dans la période pré-révolutionnaire et juste après, où il a dû radicaliser son discours dans les années 70 en Iran, mais surtout pour faire face à la montée des mouvements de gauche radicaux, qui captaient une grande partie des classes populaires urbaines et autres. Et à ce moment-là, il a radicalisé son discours. Et quand il a établi son pouvoir en Iran, il a complètement changé. Et les opprimés n'étaient plus, entre guillemets, une classe sociale. Les opprimés, c'était tous ceux qui étaient avec la République islamique d'Iran. Et tout le reste, c'était les oppresseurs. Et donc, entre guillemets, il y a 3 discours de Khomeini. Le premier discours, d'ailleurs, de Khomeini dans les années 60 ne remet pas en cause la monarchie iranienne, ce que les gens oublient très souvent. Il a par la suite, dans son exil, radicalisé son discours, mais surtout par peur. Et le Hezbollah, c'est vrai qu'il était opposé au régime confessionnel dans les années 80 au Liban, mais ce n'était pas pour une alternative, entre guillemets, démocrate. C'était pour la mise en place d'une république islamique d'Iran. Et par contre, son discours, aujourd'hui, ils le disent toujours, même récemment, ils disent notre système préféré reste une république islamique, mais dû à la réalité confessionnelle et sociale libanaise, ce n'est pas possible. Dès lors, on s'est acclimaté, mais pas simplement on s'est acclimaté du système confessionnel, on est devenu un parti défenseur fondamental de ce système parce qu'il garantit nos intérêts, pas simplement comme parti, mais de classe. Et ça, bon, j'en parle également dans mon livre, il y avait une analyse d'ailleurs d'un ce qu'on appelait le Gramsci arabe, Mehdi Amel, probablement assassiné par des gens du Hezbollah, qui avait parlé justement de qu'on ne pouvait pas séparer le confessionnalisme politique de la question de classe. Et je pense qu'aujourd'hui, et qui parlait d'une intégration d'une partie de la bourgeoisie islamique dans les années 80, qui ne voulait pas remettre en cause, entre guillemets, le système confessionnel dans son totalité, mais qui voulait une plus grosse part du gâteau. Et en fait, Hezbollah, c'est ce qui s'est passé à travers les 3 dernières décennies, pour devenir aujourd'hui, je pense, le parti le plus important par sa capacité militaire, économique et politique, défenseur de ce système confessionnel et néolibéral. Et d'ailleurs, les déclarations et le comportement du parti depuis le début du mouvement de contestation le prouvent. Alors, c'est très intéressant. On va essayer de revenir un petit peu plus tard sur, au-delà du Hezbollah, le rôle du système confessionnel en général dans la mise en place de logiques de domination de classe, parce que c'est très intéressant et c'est un phénomène qui est rarement envisagé sous cet angle. En fait, on parle toujours du confessionnalisme en des termes de domination et d'instrumentalisation religieuse, politique, etc., mais très peu en des termes économiques finalement et de rapports en des termes marxistes au fond. Mais juste pour finir sur finalement les autres facteurs qui expliquent aussi ce retournement de l'opinion, notamment chiite, vis-à-vis du Hezbollah. Vous mentionnez aussi, entre autres, le rôle joué par le Hezbollah dans la guerre en Syrie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est quelque chose qui est assez peu connu et qui est intéressant aussi. Oui, tout à fait. Alors,
il y a une critique qui est réapparue. En fait, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a 2 ou 3 moments, entre guillemets. Entre 2011 et 2012, jusqu'à, je dirais, 2013. Déjà, il faut rappeler que le Hezbollah, qui a commencé son intervention en Syrie militaire pour assister le régime criminel d'Assad pour mater la révolution syrienne, à partir de fin 2011, début 2012. Et cela a été reconnu par le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, au milieu fin 2013, simplement que le Hezbollah était intervenu en Syrie. Il y a d'abord un premier moment où déjà Hezbollah essaie de cacher son intervention militaire, malgré qu'il envoie des troupes, et que d'ailleurs ceux qui reviennent dans les cercueils sont cachés, ne sont pas donnés entre guillemets, la nomination de martyr, ce qui vient avec normalement des avantages sociaux. Les funérailles sont plutôt cachées. Et d'ailleurs, il y a une critique d'une partie de la population chiite et de la classe populaire du Hezb qui dit nous, on était d'accord d'envoyer nos enfants se battre contre l'État d'Israël, mais on n'a rien à faire à aller se battre en Syrie contre nos frères syriens, etc. Et ce discours était présent à cette période. La chose qui a changé pendant une période, ce discours, c'est l'avènement et la montée de groupes fondamentalistes djihadistes de type Daesh, de type Jabhat al-Nusra, etc., qui ont également commencé, il faut rappeler, entre 2013, 2014 et 2015 également, il y a eu des attentats au Liban, dans des régions à majorité chiite, à Dahieh, etc. Et là, il y a le discours du Hezbollah, qui a été repris d'ailleurs par ses alliés, en disant « sans nous, Daesh va arriver au Liban ». Et là, il y a eu un moment de, je veux dire, la critique s'est un peu tue. C'est un peu tue au sein de sa classe populaire. Cet argument revenait moins. Mais il est revenu après qu'en partie, il y a eu la défaite de Daesh également au nord du Liban. En 2018, Hezbollah a joué un grand rôle avec l'armée libanaise, etc. Mais on voit avec le fait que le retour de la question socio-économique et le fait que Hezbollah s'occupe plus d'envoyer des jeunes, et il y a plus de 2000 apparemment soldats et des jeunes particulièrement qui sont morts en Syrie, qui ont été recrutés particulièrement du sud, de la Beka, dans les régions pauvres. On leur proposait 600, 700 $ pour aller se battre à la place de développer ces régions. Et c'est ce qui souvent revient dans la bouche des gens, des populations de ces régions. On dit, encore une fois, nous on est d'accord avec la résistance armée, mais il faut développer nos régions. On n'a pas de travail et souvent ça pousse les jeunes, comme il n'y a pas d'opportunité, à aller se battre en Syrie sous des versants idéologiques, sous des versants, disons, que sinon ils vont arriver jusqu'à chez nous, etc. Et on a vu de nouveau cet argument de dire, à la place d'envoyer nos enfants se faire tuer en Syrie, occupez-nous de nos régions, de développer nos régions, etc. Et ça s'est particulièrement vu en 2018, en octobre, où dans un quartier de Dahieh très paupérisé, dans la banlieue sud, la police libanaise avec des gendarmes ont été, avec l'acceptation de Amal et Hezbollah, enlever des échoppes qui n'avaient pas d'enregistrement. Ce qui, pour ceux et celles qui connaissent le Liban, plein d'endroits ne sont pas forcément enregistrés au registre du commerce, etc. Ils sont arrivés, ils ont détruit tout, ces policiers, etc. Et là, explosion populaire dans le quartier, mais vraiment beaucoup de personnes qui sont sorties en critiquant à la télévision Hezbollah et Amal, mais particulièrement, et citant, mentionnant Hassan Nasrallah également, critiquant, etc., sur la question sociale, et arrêter d'envoyer nos enfants en Syrie. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que le lendemain, ces mêmes personnes ont été obligées de réapparaître à la télévision pour s'excuser. On peut comprendre sur peut-être le quartier, la région où ils habitent n'était pas propice à ce genre de critique, très certainement, et qu'ils ont été poussés. Mais c'était de voir que cette critique reste quand même. Les critiques, elles restent parce qu'il y a quand même ces jeunes qui sont allés décéder. Puis il y avait aussi une interview qui était intéressante d'un jeune Libanais qui revenait blessé, qui avait 18-20 ans, un soldat du Hezbollah, qui disait « Nous, justement, on nous envoie nous battre jusqu'à Deir ez-Zor ». Donc, vous voyez, à un moment donné, justement, il leur disait comment la libération de la Palestine passe par Deir ez-Zor. Bon, pour ceux qui connaissent la géographie syrienne, il faut y aller quand même. C'est le nord-est de la Syrie, c'est quand même un détour très, très important. Il disait, moi je reviens blessé avec seulement 600 $ en poche et tous ces jeunes, les jeunes fils cadres du Hezbollah sont avec leur SUV dans la Dahieh, etc., ne souffrent pas les mêmes problèmes socio-économiques que moi.
Donc on voit de plus en plus cette question d'embourgeoisement du Hezbollah, le fait de la question de classe, la question de l'envoi de ces jeunes se faire, c'est de la chair à canon, devient de plus en plus une critique, oui. Oui, donc on voit finalement qu'aujourd'hui, ce qui éclate au grand jour, c'est qu'en fait le Hezbollah est de plus en plus en porte-à-faux vis-à-vis de sa propre rhétorique, son propre positionnement idéologique. Et on comprend bien, notamment en lisant votre ouvrage, que c'est finalement des paradoxes qui ont été compensés depuis les années 80, en fait, par le fait que le Hezbollah a énormément investi l'action sociale et la propagande. Et dans quelle mesure, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le parti de Dieu est vraiment mis en difficulté par ses revendications dans le soutien dont il dispose auprès de sa base traditionnelle populaire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait jour de l'ordre d'un aggiornamento ou bien d'une réforme ou bien d'une inflexion dans son positionnement idéologique, etc. Est-ce qu'on voit des prémices de quelque chose de cet ordre ou au contraire on est dans un raidissement idéologique, politique? Comment est-ce que vous voyez cette évolution-là? Non, je ne pense pas qu'on verra, entre guillemets, une réforme du Hezbollah. Il ne faut pas oublier également un aspect très important du Hezbollah, c'est la question de son lien avec la République islamique d'Iran. Hassan Nasrallah, c'est un représentant du Wilayat Faqih. Ils sont dépendants financièrement de la République islamique d'Iran. Ils jouent même un rôle de plus en plus régional. Quelqu'un me disait juste avant que Khamenei aurait demandé à Hassan Nasrallah de jouer un rôle d'unificateur au sein des milices irakiennes fondamentalistes dépendantes de la République islamique d'Iran. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient dans la rhétorique des dirigeants du Hezb au Liban, que quand même c'est bizarre que ces manifestations au Liban, en Irak et en Iran se déroulent en même temps, remettent en cause l'influence iranienne. Disons, il s'inscrit quand même dans un axe régional, et comme tout axe régional dans cette région, que ce soit d'un côté, je veux dire, Turquie-Qatar, ou bien Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, ce ne sont pas des axes qui sont en faveur de la démocratie, de la justice sociale, de même que la République islamique d'Iran. Donc non, et on ne verra pas le Hezb jouer un rôle de réformateur au sein du système confessionnel néolibéral libanais. Ça, je ne le pense pas. Après, il faut faire attention à une chose. Ces mouvements de contestation qui remettent en cause le Hezbollah ne veut pas dire la fin du parti. Il faut être aussi très clair. Il a un pouvoir de mobilisation encore très important. Et d'ailleurs, les autres partis politiques libanais maintiennent quand même des capacités de mobilisation, pas de même ampleur que le Hezbollah, mais on voit encore les aounistes pouvoir mobiliser une certaine base, on voit Jumlat pouvoir le faire. Donc ce n'est pas la fin du système, mais la vraie menace pour le Hezbollah, c'est que ça peut être le début de quelque chose. Et l'ouverture de cette porte peut petit à petit remettre en cause son pouvoir de domination quasi hégémonique, même s'il y a des voies de résistance, même s'il y a des capacités de vouloir construire quelque chose d'autre sur la scène politique chiite, qui existe depuis un certain moment. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, là, on parle. Ce n'est pas des individus qui remettent en cause le Hezbollah. C'est des mouvements de plus grande ampleur. Et dans des bases traditionnelles, disons la Beka, le Sud, qui est aussi partagé avec Harakat Amal. Mais ce n'est pas rien. Et je pense, dans ce cadre-là, le fait que ça peut débuter quelque chose, que les contradictions du Hezbollah sortent beaucoup plus. Parce qu'on parlait de la défense des opprimés. À un moment donné, si vous êtes véritablement la défense des opprimés, il faut remettre en cause un certain nombre de choses. Et un des autres manières aussi de voir comment le Hezb défend ce système confessionnel, c'est de demander quasi systématiquement le retour de Saad al-Hariri au poste de Premier ministre, qui est quand même une continuation des politiques économiques et symbole, je veux dire, de cette politique aussi, de cette élite politique libanaise. Donc non, je ne pense pas, il y aura plutôt un raidissement. Le fait du contexte régional aussi, de la position des États-Unis, les sanctions et autres, et de voir son pouvoir, entre guillemets, menacé dans sa propre base populaire. Et d'ailleurs, on voit sa manière de réagir, également, encore une fois, pas ponctuelle dans sa répression, et plus large. Ses attaques sont plus larges. Moi, je regardais pas mal au début, un peu moins maintenant, mais
la couverture médiatique de Al-Manar, donc la télévision du Hezbollah, était très agressive envers les manifestants et manifestantes, très à les remettre en cause et autre chose. Vous montrez en même temps, par exemple, qu'il y a des démissions au journal Al-Akhbar, qui est très proche du Hezbollah, qu'il y a des gens, y compris même parmi donc, les combattants de retour de Syrie, qui s'expriment. Donc ça, c'est quand même complètement assez inédit, en fait, dans l'histoire du Hezbollah. Alors certainement, les combattants qui se sont exprimés de manière anonyme, pour des raisons de sécurité évidentes, qui s'expriment là-dessus, ça c'était très intéressant. Et ça c'est inédit dans l'histoire du parti, et qui montre aussi qu'il va y avoir de plus en plus ces contradictions qui vont arriver. Et qu'il y a des gens qui sont véritablement, qui remettent de sa base populaire, qui étaient proches. Alors là, je parle des classes populaires chiites, qui peuvent être encore avec le Hezb, qui comprennent la critique des manifestants, mais n'arrivent pas à faire le pas, mais qui ont perdu un peu de cette... la grandeur du Hezbollah a beaucoup perdu, ça c'est très clair. Mais sans, et c'est ce que j'explique aussi en partie dans l'article, c'est sans la création d'une alternative politique, d'une structuration du mouvement qui donne la possibilité aux gens de véritablement trouver, entre guillemets, un mouvement, une organisation politique, pour dire maintenant je fais le pas pour mettre au challenge, parce que c'est quand même quelque chose. Vous pouvez perdre aussi, on a parlé des associations de charité pour un certain nombre de personnes, un travail. Il faut rappeler quand même le Hezbollah, au-delà de sa branche militaire, c'est un des plus grands employeurs au Liban. On parle de 100 000 personnes qui seraient employées par le Hezbollah, sinon plus. Si on prend les questions des combattants, c'est énorme. Donc si vous pensez chaque personne, une famille de 5 personnes, donc c'est important. Puis ils gardent quand même, encore une fois, pouvoir idéologique, hégémonique très important. Le cas de l'Akhbar, c'est plutôt un milieu de gauche qui n'était pas, qui était dans un, si vous voulez, dans une forme d'axe dit de résistance, mais qui avait ses critiques par rapport au Hezbollah sur les politiques socio-économiques. Surtout ceux et celles qui ont démissionné du Hezbollah, pour en connaître quelques-uns, qui avaient ces critiques depuis des longues années. Mais là, le positionnement du Hezbollah sur le mouvement de contestation populaire, la position du rédacteur en chef Ibrahim El-Amin, qui a vraiment traité les manifestants et manifestantes de tous les noms, le mouvement populaire contrôlé de l'étranger, etc. Ils ont dit ça suffit. Et ça, c'est intéressant. On trouve également dans d'autres milieux de gauche qui donnent, si vous voulez, qui donnent le primat du géopolitique sur la question, entre guillemets, socio-économique, alors qu'ils ne les voient pas comment c'est lié. Là aussi, ces soutiens à Hezbollah sont en train de perdre. On le voit notamment les positions un peu d'équilibristes de leadership du Parti communiste libanais, mais d'autres aussi partis nationalistes arabes, où le leadership maintient quand même une rhétorique de soutien à Hezbollah, mais au niveau de la jeunesse, particulièrement dans le Parti communiste libanais, il y a une radicalisation et une dénonciation claire du Hezbollah, et que sa rhétorique, alors qu'il essaye maintenant, et d'ailleurs pas simplement au Liban, mais également en Irak, les alliés de l'Iran essayent d'utiliser, c'est pour ça aussi, pour revenir plus tard, que l'assassinat de Qassem Soleimani va servir un peu, entre guillemets, le discours résistant, dit anti-impérialiste, nationaliste, en Iran, en Irak et au Liban, et ils essayent de l'utiliser pour cacher la vraie contestation populaire qui remet en cause le système confessionnel, mais qui remet en cause également le pouvoir des différentes puissances étrangères. Je rappelle simplement, au Liban et en Irak, les gens sont sortis en disant ni États-Unis, ni Iran, et pour, si vous voulez, les classes populaires. Donc ça, c'est intéressant de voir. Mais je ne pense pas qu'on verra le Hezbollah faire un tournant, entre guillemets, à gauche, radical, ou changer sa politique économique, sa politique envers le système confessionnel qu'il défend. Alors ça, c'est une dimension très intéressante de votre réflexion qui rejoint tout un champ d'études sur les liens entre l'islam politique et le marché et le positionnement des islamistes, notamment. On a beaucoup travaillé sur les frères musulmans, les salafistes, etc., vis-à-vis du libéralisme. Et de nombreux chercheurs ont mis en évidence le fait que c'est des mouvements qui s'accommodent extrêmement bien de l'économie de marché, qui en font même leur beurre à plein d'égards, etc. Et il y avait très peu de choses sur des mouvements d'obédience chiite, en fait, à cet égard.
On voit qu'on est quand même dans des dynamiques qui sont très proches finalement et très opportunistes en fait. Donc l'approche marxiste de ce point de vue-là, elle a le mérite de remettre à plat les compteurs idéologiques et religieux. C'est particulièrement intéressant. Alors juste pour ouvrir... Sur cette note, ce qui est intéressant de regarder, c'est pas simplement, entre guillemets, les islamistes ou les mouvements fondamentalistes islamiques, c'est les mouvements fondamentalistes religieux à travers le monde. C'est ça qui est intéressant de le regarder, c'est cette alliance, entre guillemets, entre le capital et la charité. Ce qu'on a appelé aux États-Unis compassionate conservatism, et notamment au sein du Parti républicain, tous les conservateurs, les fondamentalistes chrétiens sont des très grands supporters du néolibéralisme, etc. On voit également en Inde les fondamentalistes hindouistes ou les nationalistes hindouistes pousser pour le néolibéralisme. On voit d'ailleurs les politiques de Modi, pas simplement alors, très islamophobes, très anti-citoyenneté, mais également, pas simplement s'accommoder, mais soutenir les politiques néolibérales. Ça les arrange parce qu'en même temps, à travers les organisations de charité, très souvent, vous pouvez transmettre un discours idéologique. Et tout un corpus de pratiques, et ce qu'on a vu beaucoup au Liban. Donc c'est juste pour dire, c'est pas simplement au sein de l'islam qu'on trouve ça, mais dans toutes les religions, des fondamentalistes religieux qui sont toujours... Parce qu'en l'occurrence, si vous avez un État social qui donne un certain nombre de services sociaux, etc., c'est plus compliqué de transmettre un discours idéologique, religieux. Alors ça dépend bien sûr des États, etc. Mais que la possibilité de ces partis d'y jouer un rôle plus important devient beaucoup plus compliquée. Oui, mais de ce point de vue-là, vous racontez très bien qu'il y a eu quand même une évolution radicale du Hezbollah au point de vue de l'identité même de son leadership, et qu'on est passé d'un mouvement qui recrutait au fond dans les classes modestes pieuses à quelque chose où finalement aujourd'hui, si j'ai bien compris, c'est des businessmen, des gens ultra diplômés. Enfin, ça c'est extrêmement... Enfin, c'est pas l'image, en tout cas, du Hezbollah qui est immédiatement commune, je pense. Ça, c'est très intéressant. On est vraiment face à une caste, au fond. Une caste économique, une élite politique qui est vraiment dans la domination de tout un champ de gestion urbaine, etc. Et qui contribue à transformer aussi la physique des lieux au Liban. Avec voilà, tout ce que vous racontez très bien sur le financement de clubs qui sont directement à destination des classes moyennes supérieures dans des zones, notamment comme la banlieue sud, etc. C'est étonnant en fait. Alors juste, je voudrais ouvrir, avant de passer qu'on ouvre les questions à la salle, au débat, sur une dernière question. Au fond, en quoi est-ce que... cette logique de domination socio-économique que vous mettez en valeur en ce qui concerne le Hezbollah, elle est propre au fond on peut considérer qu'elle est propre à l'ensemble du système confessionnel et que finalement elle relève, enfin elle est inhérente à ce fonctionnement politique. Vous montrez bien que ce comportement, enfin ces mécanismes qui sont propres au Hezbollah, ils ne sont pas spécifiques et typiques du Hezbollah. C'est aussi ceux des élites sunnites, chrétiennes, etc. En quoi est-ce que finalement le confessionnalisme doit être aussi appréhendé comme un système de gestion et de gestion socio-économique et finalement de domination de classe? Alors, tout à fait. Disons, déjà, ce qui est important de rappeler, c'est que le confessionnalisme, c'est un phénomène très moderne. Et ça, il y a deux auteurs qui en parlent très bien. Il y avait déjà Mahdi Hamel dans son livre Fidaw al-Ta'ifi, et donc dans l'état civil, l'état confessionnel. Et il y avait l'auteur libano-palestinien Oussama Makdissi, qui montre que le confessionnalisme politique est né au milieu du 19e siècle, à la suite de révoltes paysannes très importantes au Liban, notamment dans la montagne libanaise, mais pas simplement, et le facteur de remise en cause des élites féodales libanaises, qui n'était pas basée sur une question confessionnelle, et l'intervention des puissances étrangères, France, Angleterre, puissance ottomane, etc. Donc déjà de montrer que ce n'est pas quelque chose que la région aurait dans le sang. Parce que je rappelle simplement que, par exemple, Barack Obama, pour expliquer
les échecs de la politique américaine en Irak avaient dit, mais écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? De toute façon, les sunnites et chiites, ils se tapent dessus depuis 1400 ans. Donc c'est une lecture orientaliste traditionnelle qui permet d'expliquer les échecs de leur politique en n'expliquant pas que qui a mis en place ce système confessionnel en Irak, qui a mis en fonction qu'il faut distribuer les postes et les investissements, la redistribution économique en fonction de la confession, de l'ethnie de quelqu'un. Donc ça, c'est une chose, c'est de rappeler que c'est un phénomène fondamentalement moderne, qui s'est modernisé à travers les âges et qui d'ailleurs a été inscrit dans la Constitution sous le mandat français. À l'époque, le général Gouraud avait dit la laïcité n'est pas un produit exportable pour le Liban, et a institutionnalisé la question du confessionnalisme au Liban. Et les élites politiques libanaises l'ont repris par la suite lors de l'indépendance et l'ont institutionnalisé. Donc c'est un contrôle également d'empêcher des distribution des postes en fonction de la confession des gens, au niveau des investissements, mais également au-delà de la question socio-économique, de se penser au niveau social et sociologique depuis sa naissance, partie d'une confession plutôt que d'un pays. Et tout le système de loi, c'est pas pour rien que, et d'ailleurs Hezbollah était le plus véhément, mais pas simplement, même l'idée d'un mariage civil facultatif est opposée par toute l'élite politique libanaise. Parce qu'il faut comprendre la construction du confessionnalisme comme une forme d'hégémonie où on impose le fait, vous êtes maronite, vous êtes chiite, vous êtes sunnite. Et il faut rester dans ces cases-là. Si on commence à remettre en cause ce confessionnalisme politique par j'ai envie de dire honnêtement, un mariage civil facultatif, ce n'est pas comme quelque chose de révolutionnaire. Ce n'est pas, je veux dire, on remet en cause le fait que le président doit être maronite. Ça est refusé. Et c'est un symbole très fort, je pense, de rester les gens dans cette case confessionnelle et que la capacité, c'est intéressant, ce que les élites politiques libanaises vont l'utiliser. Montant, c'est le sunnite qui va te prendre la place, ou c'est le maronite, ou c'est le chiite. Mais dès qu'ils poussent un peu trop loin ces différences confessionnelles, il faut aussi les calmer, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on retombe, entre guillemets, dans une guerre civile. Et en même temps, quand il y a un mouvement populaire par en bas qui commence à grandir, que les Libanais commencent à dire « on est Libanais avant tout », ben là, on commence à utiliser la question confessionnelle. C'est très intéressant de voir au début du mouvement de contestation populaire, par exemple, à la suite de l'émission de Saad al-Hariri, il a envoyé ses militants, notamment en disant « mais regardez, ce mouvement populaire, finalement, il a touché que les sunnites. Je suis le seul à avoir perdu ma position. » Et on a vu des gens de Tayyar Mustaqbal, du courant du futur, descendre dans les rues en disant « mais c'est vrai, il n'y a que des gens, le chef du Parlement qui est chiite, Berri, est toujours là, et Aoun, le maronite, est toujours là. » Donc c'est finalement un mouvement qui s'attaque aux sunnites. Donc volonté tout de suite de faire une utilisation du confessionnalisme pour essayer de diviser le mouvement. La même chose est faite au niveau des chrétiens en disant, vous regardez, ce mouvement de contestation veut finalement enlever notre protection. Là, on a la moitié-moitié au niveau des députés. Et à chaque fois, il lance ça. Ces partis soutiennent ce mouvement parce qu'on va finir un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers sunnite, un tiers chrétien, un tiers chiite. Donc nos prérogatives vont diminuer. Donc chacun va utiliser cela pour essayer de diviser les Libanais et les Libanaises. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose propre. Et c'est une manière aussi de redistribution, comme on a parlé, au niveau des postes de l'emploi. Un certain nombre de postes doivent être distribués à telle ou telle confession, de redistribution à travers des organisations également de charité, de distribution de services, mais toujours pas ou bien à travers l'État ou bien à travers des organisations de charité, mais toujours ça doit passer sur la question confessionnelle et de la question du zaïm. C'est le chef qui donne. Et ça, c'est aussi quelque chose de très, très différent. C'est-à-dire c'est lui qui te donne ton privilège. Il peut te l'enlever demain. Et ce privilège est basé en partie sur la loyauté politique, qui est très souvent basée au Liban sur la question du confessionnalisme. Mais si on regarde au-delà du Liban, le confessionnalisme a été utilisé par tous les régimes autoritaires de la région. La Syrie, le confessionnalisme est utilisé pour diviser les gens. L'Irak, mais l'Égypte également, entre chrétiens et coptes au début, entre chrétiens et musulmans, au début, dans les monarchies du Golfe, on fait la peur de l'autre pour maintenir son pouvoir. Donc c'est vraiment un outil politique
qui permet d'empêcher des solidarités qui dépassent ces clivages confessionnels, qui sont finalement le plus grand danger pour ces élites politiques. Il y a une méconnaissance, entre guillemets, de pas mal de mouvements de gauche radicale de la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, mais il y a une certaine partie de la gauche, comme tu dis, a soutenu le Hezbollah de manière acritique, ou bien des régimes dits résistants comme l'Iran et la Syrie. Il y a une autre partie de la gauche qui, au contraire, depuis le début d'ailleurs, que ce soit en Europe ou au Moyen-Orient, d'ailleurs, c'est au-delà de clivages, je dirais, géographiques, c'est vraiment des clivages idéologiques, parce qu'on retrouve les mêmes clivages au Moyen-Orient avec une gauche, malheureusement, gauche nationaliste arabe, qui a pris très souvent des mauvaises positions sur un certain nombre de choses et qui n'a pas souvent pu surtout garder une position autonome, que ce soit des deux grands mouvements dits de la contre-révolution, entre guillemets, les anciens régimes ou les mouvements fondamentalistes religieux. Et qui a perdu de l'autonomie. Tu as tout à fait raison de parler dans les années 80. Hezbollah a joué avec le régime syrien et a mal la volonté de mettre fin à la résistance nationale qui s'était construite après 82, avec après le départ des organisations palestiniennes, pour y mettre fin, parce qu'ils étaient autonomes, parce qu'ils avaient une indépendance. Et c'est ce qu'ils refusaient par-dessous tout, la résistance nationale, c'est d'être contrôlée par la Syrie. Et dans ce cadre-là, le Hezbollah a joué un rôle également pour y mettre fin, en tuant, j'ai parlé notamment en assistant le régime syrien, mais aussi en assassinant des intellectuels. Il y avait aussi l'intellectuel Mroué qu'ils ont tué, et Mehdi Amel, etc. Puis en contrôlant de plus en plus ces zones. Et d'ailleurs, bon, il faut développer, de toute façon. Je pense de manière plus générale, on dépasse un peu le cadre du Hezbollah, mais il y a toute une histoire de résistance par en bas qui a développé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, qui a plus été développée dans ces processus révolutionnaires depuis 2011. Ça, c'est en plusieurs langues. Dans le cas syrien, il y a différents livres. Il y a Creative Memory, par exemple, de Sana Yazji qui en parle, mais d'autres. Et par contre, quand on parle de la résistance, par exemple, de la gauche syrienne et de ce qu'on appelle entre guillemets la société civile, mais les organisations populaires syriennes, dans les années 70, qui étaient entre guillemets beaucoup plus organisées, beaucoup plus radicales à plein des effets, et complètement inconnues même par les jeunes Syriens et Syriennes, malheureusement, qu'on a connu du processus révolutionnaire, parce qu'il y a toute une histoire des organisations, comment elles ont été reprises en 79 par le régime, etc. Et j'ai envie de dire, au Liban, c'est un peu similaire, disons. Il y avait un livre qui avait été écrit par un syndicaliste libanais sur tous les mouvements de résistance syndicale et de la société civile durant les années 80, qui est malheureusement moins connu. Les choses que je citais sur les rassemblements au centre de Beyrouth, devant le musée national, des deux côtés de Beyrouth, sont malheureusement des choses qui ne sont pas assez connues. Je dirais. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose à retravailler, mais je pense qu'il faut retravailler. Et que malheureusement, une partie de la gauche a vu, que ce soit en Europe ou pas toutes, encore une fois, au Moyen-Orient, simplement les enjeux géopolitiques. On va s'inscrire dans un axe de blocs régionaux. Et en l'occurrence, tous ces blocs régionaux que j'ai mentionnés avant ne s'inscrivent pas dans les processus révolutionnaires. Au contraire, ils ne veulent pas la démocratie parce que c'est une menace pour eux. Ils ne veulent pas de la justice sociale parce que si on commence à parler de redistribution des richesses, c'est un gros problème pour tous ces blocs régionaux. Et encore une fois, à la place de s'inscrire, on peut être à la fois, et c'est ce que beaucoup de gens de plus en plus disent, même dans le mouvement populaire, on peut être à la fois opposé à ces puissances régionales et internationales et à la fois vouloir un changement socio-économique et démocratique de nos sociétés. Et je pense que cette voie est de plus en plus encore entendue, mais doit se structurer. C'est le plus gros challenge, entre guillemets, de ces nouvelles gauches qui sont en train d'émerger, de ces nouveaux démocrates. Mais par exemple, dans le Hirak libanais, ce qui était très intéressant de regarder, j'ai parlé des questions socio-économiques, mais il y a tout un mouvement écologiste qui aussi s'est émergé beaucoup plus, qui a parlé d'un certain nombre de choses et qui est lié très souvent à la question
de l'accaparement de terres par des privatisations, etc. Mais le mouvement écologiste a fait également des avancées durant ce Hila, qui a été peu entendu, sans parler bien sûr de la question des organisations étudiantes et féministes, qui étaient très présentes au Liban et qui sont très intéressantes d'écouter. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi la question féministe est très intéressante à regarder en remettant en cause le système confessionnel qui est profondément patriarcal, basé sur des lois confessionnelles et autres. Donc, il y a des choses à faire, et ce qui me permet de faire avec le lien avec la deuxième question. Pour rappel, en 2011, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu, lors de la remémoration de la Nakba, des marches qui ont eu lieu vers la frontière, vers la Palestine occupée, vers les territoires occupés, du Liban, de la Syrie. Après cet événement, de nouveau, les organisations palestiniennes au Liban ont voulu faire de nouvelles marches vers la frontière. Et en fait, ils ont été empêchés par les services de sécurité libanais et par le Hezbollah, qui disaient on ne veut pas de tension avec la frontière, avec la Palestine occupée. Et on dit, vous faites que des rassemblements dans les camps. Et ça, le Hezbollah a joué un très grand rôle. Et depuis, en fait, on peut voir que la question de la lutte contre Israël, et personne ne peut dire que la libération du Sud-Liban n'est pas un événement très important. Personnellement, moi j'ai toujours dit droit à la résistance. Le droit à la résistance, quelle que soit l'organisation, en Palestine ou bien au Liban, est un droit qu'il faut respecter. À Gaza, je ne suis pas pro-Hamas, mais à chaque fois qu'il y a une agression israélienne, je vais dire droit à la résistance. Ce n'est pas un soutien politique au Hamas, mais c'est le droit de n'importe quelle organisation palestinienne ou libanaise de dire c'est un droit fondamental quand on est agressé. Ce n'est pas un soutien au parti. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, on voit que la question israélienne, même si elle reste rhétoriquement présente au sein du Hezbollah, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2006? Au contraire, ils veulent maintenir un front avec Israël calme. D'ailleurs, même avant 2006, lorsqu'il y avait des organisations palestiniennes, des petites organisations palestiniennes au Sud-Liban qui avaient lancé des requêtes, au début, 2002-2003, lors de l'intifada palestinienne pour dire la solidarité, c'est Hezbollah avec les services de sécurité libanais qui sont venus les arrêter. Dire, il ne faut pas, c'est que nous. Et ça, c'est des choses intéressantes à voir. Disons, il s'inscrit encore une fois dans un contexte régional, de la République islamique d'Iran, de la Syrie, de pression. Malheureusement, la gauche radicale palestinienne, au fin des années 60, disait la route de la libération de la Palestine passe par la chute de tous les régimes arabes. Maintenant, j'ai envie de dire par tous les régimes régionaux, pas pour faire de différence avec les compères turcs ou iraniens ou autres, mais je pense que c'est véritablement ça. Et que d'ailleurs, on a pu voir un renouveau, que ce soit des Palestiniens à l'intérieur ou à l'extérieur dans les camps, quand il y a eu les processus révolutionnaires. Et après, j'ai envie de dire, le rôle du Hezbollah en Syrie, également a participé avec ses alliés à attaquer des Palestiniens, que ce soit le camp de Yarmouk, il y a plus de 20 000 Palestiniens en Syrie qui sont recherchés, qui sont matloubines, disons, qui sont demandés par les services de sécurité, maintenir. Et tous ces jeunes, plein de jeunes de ces Libanais qui sont en train de se mobiliser, qu'on les attaque d'être contrôlés par les ambassades, alors que pour beaucoup, ils sont pro-palestiniens, c'est une question, beaucoup sont politisés sur cette question. Donc je pense que vraiment on peut voir que là, la question palestinienne, comme d'ailleurs plein d'autres régimes arabes, est reléguée pour des intérêts politiques primordiaux du parti qui s'inscrivent également dans des cadres régionaux. D'ailleurs, c'est intéressant de regarder en 2015, quand il y avait les négociations des accords nucléaires entre Iran et États-Unis, la rhétorique iranienne et même Hassan Nasrallah avait diminué contre les États-Unis. Parce que c'était à un moment donné où il fallait aller vers une négociation de l'accord nucléaire. Donc on peut voir qu'à différents moments donnés, la rhétorique peut diminuer. Et je pourrais citer un certain nombre d'autres exemples qui montrent que, bon, historiquement, le régime syrien, on ne va pas dire qu'il a joué un rôle fondamental dans la libération de la Palestine ou de volonté de libération. Bien au contraire, et quand on est allié avec un type de régime, on s'inscrit en opposé dès lors. Donc voilà, pour toutes ces raisons, ça fait que je ne pense pas qu'ils peuvent jouer ce rôle, d'ailleurs, comme n'importe qui d'autre. Après, au niveau géopolitique, ce qui va se passer dans 20 ou 30 ans
c'est très compliqué à dire. De même, ce qui va se passer dans un an. La région du Moyen-Orient en Afrique du Nord, si on ne suit pas tous les jours, en 2-3 jours, souvent, on est peut-être dépassé par cette région. Donc, je ne dirais pas qu'est-ce qui va se passer dans 20 ou 30 ans si on va avoir une disparition du Hezbollah. Ce qui est certain, c'est que si la République islamique d'Iran devait voir sa fin à travers des mouvements populaires et autres, on ne peut pas nier que ce serait un coup extrêmement dur pour le Hezbollah qui, jusqu'à aujourd'hui, est dépendant financièrement par des centaines de millions de dollars de la République islamique d'Iran. Mais en même temps, ça ne voudrait pas dire forcément sa fin. Parce qu'il y a encore une capacité de mobilisation populaire, il y a ces liens. Mais bon, ça remettrait en cause plein de choses. Là, on est dans la politique fiction. Mais sans... encore une fois, la force de ces processus révolutionnaires, on parle maintenant de deuxième vague, mais c'est finalement la continuation de 2010-2011. Tout le monde pensait à la fin 2018, c'était fini. Puis il y a eu le Soudan, il y a eu l'Algérie, il y a eu le Liban, maintenant l'Irak aussi, l'Iran qui revient. Donc les fondements des sources de ces processus révolutionnaires sont toujours présents et encore pire. Absence de démocratie, absence de justice sociale, absence, entre guillemets, de souveraineté populaire aussi, ces populations. Et dans ce cadre-là, je pense que s'ils avancent, Hezbollah va de plus en plus perdre de popularité, ces contradictions vont monter, et s'il y a une capacité organisationnelle alternative, ce que des gens essayent de faire au Liban, ils vont de plus en plus perdre. Mais c'est lié au dynamisme du Hirak libanais, mais également régional. Et on ne peut pas séparer ces deux questions. Sur les investissements de Hezbollah, Hezbollah est plutôt présent au niveau économique dans tout ce qui est real estate, donc urbanisme, compagnie compagnie immobilière, qui est un secteur qui est présent partout dans le Moyen-Orient, qui n'est pas propre au Liban. Secteur de l'immobilier où on trouve, et j'en parle dans le livre, de plusieurs dirigeants d'entreprises qui sont membres ou qui étaient membres directement du parti ou bien des businessmen très poches, qui ont fondé tout un nombre de compagnies immobilières qui se sont développées, d'ailleurs qui fournissent des services à toutes les municipalités, très souvent contrôlées par le Hezbollah, également dans le commerce, et qui est lié à l'historique également de la diaspora libanaise chiite, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Afrique subsaharienne, ou bien même en Amérique du Sud et aux États-Unis. Et où ils sont très présents dans le commerce. Où ils étaient un peu moins présents, c'était dans tout le secteur bancaire qui était encore très fortement contrôlé par les factions bourgeoises chrétiennes maronites surtout et sunnites. Mais ils avaient quand même des présences, etc. Et ce qui est intéressant de voir, quand on parlait de l'embourgeoisement du Hezbollah, c'est de voir toutes les personnalités qui ont été sanctionnées, qui sont des chefs d'entreprise, etc., que ce soit dans les sanctions américaines. Si on regarde leur profil sociologique, c'est quand même des chefs de compagnie, voilà. Donc ils sont plutôt présents là-dedans. Au niveau de ces actions de charité, c'est à travers ça en partie qu'ils redistribuent. Donc il y a ça, il y a la question également de l'hégémonie de la résistance armée également. Il faut voir que chaque fois qu'on essaie et c'est pour ça que c'est intéressant de voir que si la remise en cause de la résistance armée vient par des opposants politiques du type 14 mars, c'est très souvent vu comme une remise en cause du pouvoir de la communauté chiite, ce que le Hezbollah a réussi à faire. Et c'est pour ça qu'on ne pourra pas remettre en cause le Hezbollah comme parti sans un mouvement par en bas, qui concerne également les classes populaires chiites. Parce que c'est très clair que si vous allez dire que l'alternative politique, c'est un Samir Jaja ou un Hariri, vous n'allez pas convaincre les gens concrètement. Il faut dire très concrètement les choses. Donc c'est ça un peu, et c'est comment il fait partie. Il encourage également, ce qui est intéressant de voir, j'en parle également dans le livre, c'est quand Hezbollah a occupé le ministère, que ce soit de l'agriculture ou de l'industrie, il n'a absolument rien changé. L'économie productive du Liban reste très minime, entre 10 et 15%. C'est pas énorme du tout, c'est pas grand-chose. Et les membres du Hezbollah, les ministres, n'ont rien fait pour changer cela. Donc encourager l'économie productive du Liban, en aucun cas. Également, ils ont soutenu et de demander, ils ne se sont pas opposés au cèdre.
à l'accord du Cèdre. Donc vous avez des critiques rhétoriques de Hassan Nasrallah sur certaines choses, sur certaines taxes, il ne faudrait pas faire ça, etc. Mais il dit, en même temps, nous ne nous opposerons pas, parce que si nous nous opposons à l'accord du Cèdre, ça va amener de l'instabilité au Liban, puis on ne pourra pas accorder les prêts. Dans les prêts, une des conditions, c'est les privatisations des télécoms, c'est les privatisations de certaines choses. Donc, à un moment donné, il faut être concret. Et il demande également un certain nombre... le discours, ce qui est intéressant, qu'on voit la littérature des chercheurs du Hezbollah, parce qu'ils ont un research center, un centre de recherche également, c'est aussi toute la question de la bonne gouvernance, qui est aussi où il faut un peu dégraisser cet État, etc. Et là, il rentre en contradiction, par contre, avec le mouvement Amal, où le mouvement Amal clientélise une partie de sa base populaire à travers l'État, beaucoup plus que Hezbollah. Et s'il y a une particularité du Hezbollah, c'est même s'il y a une intégration progressive, elle reste limitée parce qu'elle a des moyens externes de loyauté de sa base populaire, notamment par les flux financiers venant d'Iran. La dernière question, c'est Wadah Sharara. C'est un livre que j'aime beaucoup, qui reste en partie d'actualité pour comprendre les origines et développement du Hezbollah. C'est ce que je dirais, et que toute personne qui peut le lire, c'est une bonne chose de le faire. Après, bon, il a eu un développement politique que pas forcément je partage, mais disons, ça ne change pas que son livre reste très intéressant. Sur le mouvement du Hirak libanais, il faut déjà voir ce qui va se passer dans les semaines suivantes. La crise économique au Liban est quand même très sévère et l'élite politique libanaise joue là-dessus en pensant que les gens ne vont pas continuer parce que quand vous avez la livre libanaise qui est passée de 1500 livres à 1 dollar à 2500 livres, c'est une grosse perte. Le Liban est un pays qui ne produit quasiment rien. Donc tout est importé, donc la cherté de la vie, c'est plus 50, 60%. Vous ne pouvez pas retirer de l'argent pour payer les factures. Ils jouent là-dessus en partie. Ils jouent sur le fait de vouloir accuser le mouvement populaire libanais d'amener de la violence, alors que la violence principale est toujours celle de l'État, que ce soit au niveau social ou de la répression. En jouant encore une fois le confessionnalisme, en jouant sur tout ça, en jouant sur les tensions géopolitiques maintenant, après l'assassinat de Qassem Soleimani. Et le plus grand défi, j'en parle dans l'article, c'est la structuration du mouvement. Il y a des tentatives, j'ai parlé de rassemblements professionnels, de syndicats indépendants, de tentatives de différents rassemblements pour proposer une alternative politique, que ce soit de Beyrouth, Madinati, Sharb el-Nahas, le PC libanais, avec leurs limites. Donc il y a des tentatives, mais c'est compliqué, hein, comme tout le monde le sait, de remettre en cause un État, cette élite politique, le Liban, voilà, c'est compliqué. Donc je ne vais pas jouer Madame Soleil en disant qu'est-ce qui va se passer dans un an. Tout ce que j'espère, c'est qu'il y a une structuration, qu'il y a une alternative politique qui se construit, que c'est le plus grand défi de partout de la région, et j'ai envie de dire au niveau mondial. Parce qu'il est intéressant de regarder, c'est que ça part d'une taxe. Alors c'est quand même la plus grande stupidité au Liban sur WhatsApp déjà, que la téléphonie c'est très cher, vouloir mettre une taxe sur WhatsApp, c'est des taxes indirectes. Mais on peut voir des phénomènes similaires qui sont partis au Chili, ou bien dans d'autres pays aussi, c'est très souvent des taxes régressives, ce qu'on appelle, pas des impôts progressifs, etc. Donc un modèle économique qui est remis en cause dans sa globalité. Et la question de la structuration se pose un peu partout. De quelle structure politique on veut. Il y a aussi la volonté revendiquée par pas mal de mouvements de ne pas avoir de leader, justement. Donc ça, c'est compliqué. Enfin, c'est non seulement une faiblesse, mais il y a aussi une part de revendication. Alors, je fais une différence entre leader. Pour moi, il n'y a pas de souci de pas forcément d'avoir de leader. Le problème, c'est la question des organisations. Je ne suis pas forcément pour un retour de type Nasser et tout ça. Je pense qu'on a vu ses limites, etc. Mais c'est véritablement quelle alternative organisationnelle. Comment on s'organise? Parce que les manifestations spontanées, à un moment donné, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est ce qu'on voit partout à travers le monde. Entre guillemets, les gilets jaunes, c'était en partie un des soucis. À un moment donné, il faut s'organiser. Quelle alternative présenter? C'est vraiment ça. Au-delà, je comprends la notion de leader, mais je pense que c'est vraiment au-delà de ça. C'est la question d'organisation sur un moyen et long terme. Ça, c'est un vrai souci.
Sur la question de l'importance, je finirai là-dessus, sur l'importance démographique ou pas, je ne pense pas, c'est pas ça le problème. C'est la question de la réalité déjà territoriale, au-delà du démographique du Hezbollah. Hezbollah, aujourd'hui, vu qu'en plus, après la guerre civile libanaise, il y a une plus grande homogénéisation du territoire libanais par confession. Avant la guerre, le sud Liban, c'était 30% de chrétiens, maintenant c'est plus 5%. C'est pas ça, c'est que Hezbollah ne peut pas contrôler militairement Kesselouane. Il ne peut pas aller faire ça, concrètement. Ou bien ça va lui faire un coût énorme. Et de toute façon, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, concrètement. Donc, ce n'est pas simplement une question du nombre. Ce que je dis, c'est qu'ils veulent en partie contrôler avec les autres élites politiques, quel que soit son nombre démographique, mais vu la réalité confessionnelle du Liban, ils ne peuvent pas arriver à contrôler dans sa totalité tous les territoires à cause de la réalité sociale et démographique. Au-delà du fait il y a bien sûr un changement démographique, etc., mais je ne pense pas que c'est en contradiction avec ce que je dis par rapport au niveau socio-économique, intégration, etc. Et d'ailleurs, je montre que c'est faux de voir. Et souvent, c'est quelque chose qui revient, d'ailleurs, même dans les journaux libanais, je trouve, hier, les attaques des banques, ouais, c'est des jeunes de la Dahiya, banlieue sud, donc Hezbollah et Amal. Non, pas forcément. C'est des jeunes de la banlieue sud, peut-être, mais qui sont issus, pas forcément du Hezbollah et Amal, qui sont issus peut-être de courants de gauche, qui ont participé au mouvement à différents moments, ou bien qui sont aussi issus de ces différents mouvements de gauche, de privatisation des banques, etc. Et souvent de dire, la Dahiya, c'est un endroit pauvre. Et non, il y a des inégalités très importantes. On trouve des appartements à Dahiya qui peuvent dépasser les 2 millions de dollars et certains qui sont à quelques centaines de milliers de dollars, etc. Il y a des vraies différences d'inégalités de classe au sein. Ce n'est pas un ensemble homogène, la Dahiya. Et donc, c'est important, je pense aussi, de voir ça, que ces inégalités se creusent même au sein du Hezbollah, ce que tu citais, etc., et de sa base, et que ces contradictions sont en train véritablement d'exploser. Merci beaucoup, c'était particulièrement riche et clair cette conférence. Merci Joseph. Merci à vous et à vous toutes et tous.